Visa, Mastercard, tout le monde les a. Mais seuls quelques privilégiés ont American Express. En fait, il y a plus de 3,7 milliards de cartes Visa dans le monde, 2,32 milliards de cartes Mastercard et seulement 121,7 millions de cartes American Express. Malgré cela, American Express génère autant de revenus que Visa et Mastercard combinés. Au cours des 12 derniers mois, Visa a réalisé 30,8 milliards de dollars de recettes et Mastercard 22,23 milliards de dollars. Au total, cela représente environ 53 milliards de dollars. American Express, quant à elle, a réalisé 55,62 milliards de dollars de recettes toute seule. Cela est dû au fait qu'elles font beaucoup de choses différentes. Par exemple, Visa et Mastercard sont émises par les banques, alors qu'American Express s'occupe de la plupart de ses opérations elle-même. La plus grande différence est peut-être qu'elle ne propose pas simplement une carte de paiement, mais bien plus, comme nous le verrons plus loin dans la vidéo. Il n'est peut-être même pas juste de comparer leur nombre de cartes car, en tant que marque haut de gamme, ils ne se soucient pas du nombre de cartes émises, mais plutôt de l'argent qu'ils gagnent sur chaque carte. Ainsi, même si Amex n'est pas aussi largement utilisé, elle a mis en place son propre système qui est efficace. Un système qui se concentre sur les dépenses élevées. C'est ainsi qu'Amex est devenu si populaire parmi les nantis. Des débuts surprenants. Si l'on se penche sur son histoire, American Express n'a pas toujours été la prestigieuse marque de paiement qu'elle est aujourd'hui. En fait, ce n'était même pas une entreprise financière au départ. Il s'agissait au début d'une société de transport de colis et courriers, créée aux États-Unis le 18 mars 1850 par 3 entrepreneurs nommés Henry Wells, William Fargo et John Butterfield. Chacun de ces hommes dirigeait avec succès sa propre entreprise de transport de colis. Livingston, Fargo & Co., fondé par Henry et William en 1845, Wells & Co., créé par Henry en 1946, et Butterfield & Wasson, fondé par John Butterfield et James Wasson en 1949. À l'époque, les chemins de fer étaient une invention relativement nouvelle et la demande d'expédition augmentait rapidement. Au lieu de se faire concurrence, le trio décide de fusionner leurs activités et de créer American Express, qui se concentre principalement sur le transport de marchandises entre New York et Buffalo. Malgré la rentabilité de l'entreprise sur ce marché régional, Henry et William ont pour objectif de créer une entreprise nationale et de s'étendre en Californie pour profiter de la ruée vers l'or. Cependant, les autres membres du conseil d'administration n'approuvent pas ce plan, le considérant comme trop téméraire. Sans se décourager, Henry et William lancent une nouvelle entreprise de services express et financiers en Californie en 1852, qui deviendra Wells Fargo, dont la valeur atteint aujourd'hui 183 milliards de dollars. Pendant ce temps, American Express prospère, se développe dans le secteur des mandats et conserve son monopole jusqu'en 1866, date à laquelle elle affronte son premier grand concurrent, la Merchants Union Express Company. Les deux sociétés se livrent une concurrence féroce pour obtenir des parts de marché pendant les 2 années suivantes, jusqu'à ce qu'elles décident d'unir leurs forces et de créer l'American Merchants Union Express Company en 1868. Cette expérience a fait prendre conscience à American Express de l'importance de la diversification et elle a continué à explorer de nouvelles opportunités commerciales au cours des décennies suivantes. Services financiers. American Express a commencé à réfléchir à de nouvelles façons de fidéliser ses clients et de leur offrir plus de valeur. De nombreux clients d'Amex étaient de petites entreprises locales qui utilisaient Amex pour s'approvisionner en marchandises. Ces entreprises locales n'avaient pas les ressources nécessaires pour se rendre constamment chez leurs fournisseurs et négocier de meilleurs prix. Mais Amex avait déjà des agents partout dans le monde. Ainsi, en 1978, Amex a commencé à négocier avec les fournisseurs au nom de ses clients, ce qui est devenu l'une des marques de fabrique d'Amex aujourd'hui. Bien sûr, il ne s'agit plus de négocier des bons de commande, mais des articles et des services très demandés. Si vous êtes titulaire d'une carte platine ou, mieux encore, d'une carte Centurion, Amex peut vous offrir tout ce que vous désirez. Que ce soit les meilleures places pour une finale de la Ligue des Champions à guichet fermé ou un jet privé décollant en moins d'1 heure. Quoi qu'il en soit, si l'on remonte aux années 1970, ce nouveau service de négociation a remporté un franc succès auprès des clients. Et Amex a poursuivi sur sa lancée en créant le mandat en 1882. Il s'agissait d'une version moins chère, plus sûre et plus accessible de ce que la poste américaine avait introduit près de 20 ans auparavant.
Elle en a vendu un grand nombre, en partie parce que les immigrants étaient nombreux à acheter des mandats pour envoyer de l'argent à leur famille. Après ce succès, la Poste a introduit le chèque de voyage en 1991. Si vous ne savez pas ce qu'est un chèque de voyage, il s'agit essentiellement des moyens plus sûrs de transporter de l'argent en voyage. Au lieu d'avoir de l'argent liquide avec vous, vous emportez un chèque de voyage et l'échangez contre de l'argent à votre arrivée à destination. Cette solution était particulièrement attrayante pour les voyageurs internationaux qui se rendaient régulièrement en Europe. Amex est ainsi devenue une entreprise internationale et a ouvert des bureaux en Angleterre, en Allemagne et à Paris. Puis après, la Première Guerre mondiale a éclaté et Amex a conclu un accord avec le gouvernement britannique. Amex a été engagé pour livrer des lettres, de l'argent et des colis de secours aux prisonniers britanniques pendant toute la durée de la guerre. Et à la fin de la guerre, Amex livrait 150 tonnes de colis chaque jour aux seuls prisonniers. Il semblait que les choses ne pouvaient pas aller mieux, mais ensuite le gouvernement américain a bousillé Amex. La nationalisation. Durant l'hiver 1917, les États-Unis ont connu une pénurie massive de charbon, ce qui a rendu extrêmement coûteux l'envoi d'articles à travers le pays. Cette situation n'était pas optimale pour Amex, mais étant donné que les tarifs d'expédition avaient augmenté de manière générale, Amex n'avait pas vraiment à s'inquiéter de perdre des clients au profit de ses concurrents. En revanche, elle a dû s'inquiéter du gouvernement. Le 26 décembre 1917, le président Woodrow Wilson a ordonné aux chemins de fer de participer à l'effort de guerre en les aidant à transporter les troupes, les fournitures et le charbon. Et tous les contrats entre les compagnies de chemin de fer et les sociétés de messagerie ont été annulés. La décision suivante de Wilson était bien pire. Le secrétaire au Trésor William McAdoo a proposé l'idée de consolider toutes les sociétés de messagerie existantes en une société nationalisée. Cette proposition a été approuvée par le président Wilson et Amex a ainsi perdu son activité de transport express. Toutes les sociétés d'express ont été touchées. Même Amex a été la plus durement pénalisée étant donné qu'elle était la plus grande société d'express. Elle a perdu 10 000 sites, 30 000 employés et ses droits sur 114 000 km de chemin de fer. La société nouvellement nationalisée s'appelait American Railway Express Agency. Et bien que les États-Unis aient rendu la propriété aux sociétés privées en 1920, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. En 1929, les actifs et les opérations de l'American Railway Express ont été transférés à la Railway Express Agency et c'était pratiquement la fin de cette entreprise. La société a décliné pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle dépose finalement son bilan en 1975. C'était une bonne chose qu'Amex ne se soit en quelque sorte diversifié dans les chèques de voyage et les mandats. Mais cela n'a pas beaucoup aidé. Pour les États-Unis, le grand hiver n'a duré que quelques mois. Mais pour Amex, il a duré 41 ans. Jusqu'à ce qu'elle découvre par hasard les cartes de crédit. Amex avait envisagé la possibilité de lancer une carte de crédit dès 1946. Mais ce n'est qu'après le lancement et le succès de la carte Diners Club qu'Amex a décidé de le faire. À la fin de 1957, Amex a annoncé qu'elle allait se lancer dans le secteur des cartes de crédit. Dès le début, Amex s'est fixé pour objectif de cibler le marché haut de gamme et d'attirer les personnes ayant des dépenses élevées. Elle demandait une cotisation annuelle de $6, soit $1 supplémentaire par rapport à la cotisation de $5 du Diners Club. Amex pensait que cela rendrait sa carte plus exclusive et plus désirable. Elle avait tout à fait raison, étant donné la demande massive qui en a résulté. Au moment du lancement officiel, en octobre 1958, Amex avait déjà émis 250 000 cartes. Au départ, les cartes étaient imprimées sur papier, mais en 1959, Amex a introduit les cartes en plastique avec des numéros gravés en relief. À l'instar de la carte en métal que tout le monde veut aujourd'hui, en 1959, tous voulaient la nouvelle carte en plastique d'Amex. Amex a renforcé cette image d'exclusivité avec la carte d'or en 1966 et la carte Platinum en 1984. La carte Platinum n'était accessible que sur invitation et Amex ne choisissait que les personnes les plus dépensières ayant les meilleurs antécédents de paiement. En plus d'être difficile à obtenir, la carte Platinum était assortie d'une cotisation annuelle élevée d'environ 250 €, qui est passée depuis à 660 €. Et pour convaincre les gens de payer ces frais élevés, Amex a lancé son célèbre programme Membership Rewards en 1991. En à peine 10 ans, Membership Rewards est devenu le plus grand programme de récompense par carte au monde. Et Amex conserve ce titre depuis lors. Outre la création d'une image exclusive auprès des clients, Amex a également établi des relations exclusives avec les commerçants. Elle proposait aux restaurants et aux entreprises
de réduire leurs frais s'ils acceptaient exclusivement American Express. Cela a plutôt bien fonctionné entre 1981 et 1991, mais un groupe de commerçants a commencé à se rebeller contre Amex en 1991. Au lieu d'accepter exclusivement Amex, ils ont commencé à accepter exclusivement Visa et Mastercard. Amex a alors abandonné ses accords d'exclusivité, mais n'a jamais renoncé à son image exclusive. American Express aujourd'hui. Aujourd'hui encore, l'exclusivité est de mise pour Amex, car son modèle économique est radicalement différent de celui du reste du secteur. De nombreuses sociétés de cartes de crédit gagnent de l'argent grâce au taux d'intérêt élevé qu'elle applique. Mais ce modèle ne fonctionnerait jamais pour Amex, car elle ne délivre des cartes qu'à des clients dont la situation financière est en ordre. Et le fait est que ces personnes n'ont pas de solde de carte de crédit. Amex en est bien consciente. Et c'est pourquoi un grand nombre de ces cartes ne permettent même pas aux clients d'avoir un solde. Dans ce cas, vous pourrez penser que leurs frais annuels sont leur priorité. Les cartes Amex sont souvent assorties de frais annuels de plusieurs centaines d'euros, voire de milliers d'euros. Ces frais génèrent environ 4 milliards d'euros par an pour Amex. C'est un bon montant, mais ce n'est pas vraiment rentable. Vous savez, donner aux clients l'accès au salon d'aéroport et à de meilleures chambres d'hôtel n'est pas forcément bon marché. Et, étant donné que leurs clients sont des dépensiers avisés, la plupart d'entre eux ne vont pas payer une cotisation annuelle de 3 500 € pour la carte Centurion, à moins qu'ils ne soient sûrs d'en avoir pour leur argent. Mais, alors, pourquoi Amex consacre-t-elle autant de ressources à ce qui semble être un service à somme nulle, voire négative? Eh bien, la réponse est que vous êtes leur partenaire et qu'ils sont prêts à faire des efforts extrêmes pour vous satisfaire. Vous voyez, la clé du succès d'Amex ne réside pas dans des taux d'intérêt ou des frais annuels élevés, mais dans les frais élevés qu'elle facture aux commerçants. Visa et Mastercard ne facturent que 1,25 à 2,25% par transaction, mais American Express facture 1,5 à 3,5% par transaction. Cela peut sembler négligeable, mais 1% de plus sur chaque transaction s'additionne très vite. Pour cette raison, la plupart des commerçants ne sont pas fans d'Amex, mais ils sont obligés d'accepter Amex parce que tous ceux qui dépensent beaucoup de l'argent préfèrent l'utiliser. Ceci crée une dynamique commerciale exceptionnelle. Amex collabore avec vous pour essayer d'amener le plus grand nombre possible de détaillants à accepter leurs frais élevés. Maintenant, je veux vous demander si vous avez des cartes American Express et si oui, quelle a été votre expérience? Elles coûtent plus cher que les autres cartes et je suppose qu'elles sont encore un peu moins acceptées. Mais les avantages qu'elles procurent en valent-ils la peine? Peut-être que c'est le privilège de la carte American Express qui en vaut la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner.